Dans cette discussion avec Daniel, nous abordons les poisons de la vie qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous distinguons les poisons venant de l'extérieur, tels que les faiblesses des autres qui peuvent court-circuiter nos différents plans énergétiques et mentaux. Ces faiblesses peuvent se manifester physiquement, en nous agressant, ou mentalement, en nous influençant négativement. Ces poisons extérieurs peuvent aussi influencer notre vie supramentale, en nous empêchant de nous connecter à notre intelligence et de développer notre énergie intérieure. Pour contrer ces poisons, il est important de prendre conscience de notre propre maîtrise intérieure et de choisir de s'éloigner des individus ou des environnements toxiques. Nous pouvons également changer notre façon de voir les choses, imposer notre énergie et notre point de vue pour ne pas laisser les mécanismes empoisonnants nous atteindre. Finalement, il est essentiel que ceux qui cherchent à nous nuire se retrouvent eux-mêmes empoisonnés par leur comportement, soit par une dépression, une crise psychologique ou en prenant conscience des conséquences de leurs actes. L'auteur affirme que les humains peuvent être manipulés par des forces astrales qui les poussent à empoisonner la vie des autres et à créer une dépendance malsaine. Cette dépendance est décrite comme le poison le plus dangereux car elle limite la liberté et le bonheur de chacun. L'auteur critique également l'idée religieuse selon laquelle nous devrions orchestrer nos vies en fonction des faiblesses des autres, ce qui génère de la culpabilité et de la souffrance. Il préconise plutôt de refuser toute ingérence et de mener sa propre vie de manière indépendante. Lorsque quelqu'un commence à me faire souffrir, je n'ai rien à dire contre les journalistes et aucun conseil à donner. Il faut refuser obstinément les conseils venant d'une personne qui souffre car elle manipule et empoisonne notre vie. Le refus des conseils manipulants est impératif car ils empoisonnent tous les aspects de notre être. Les empoisonneurs créent souvent de la culpabilité pour nous rendre coupables et nous voler notre énergie. C'est pour cela que les grands initiés évitaient d'initier leur famille car ils risquaient de devenir des empoisonneurs. Il est normal d'être affecté par les souffrances des autres, mais il est important de ne pas s'immiscer dans leur vie de manière nuisible. Fournir des conseils basés sur nos propres souffrances peut être pernicieux. Il est rare que quelqu'un démolisse délibérément la vie de quelqu'un d'autre, mais on peut s'immiscer dans la vie de l'autre pour essayer de rendre les choses meilleures. Cependant, cela peut créer des problèmes et il est préférable de se concentrer sur notre propre développement plutôt que de vouloir changer les autres. La problématique de l'empoisonnement est un sujet dont il est important de parler et d'écouter. Les empoisonneurs, souvent inconscients de leurs actes, peuvent être des parents ou des proches qui veulent agir pour le bien de quelqu'un, mais qui finissent par nuire involontairement. Ils peuvent croire que l'autre les empoisonne également, car ils ne se laissent pas empoisonner. Cependant, il est essentiel de réaliser que l'empoisonnement est souvent lié à nos propres souffrances intérieures. En essayant de contrôler ou de manipuler les autres pour combler notre propre mal-être, nous ne parviendrons jamais au bonheur. Il est crucial de comprendre cette mécanique pour éviter de causer du tort à autrui. En nous libérant de nos propres empoisonnements, nous pouvons nous conscientiser et permettre aux autres de retrouver leur propre chemin vers le bonheur. Le texte parle de la difficulté de gérer les relations avec les autres et de l'influence des énergies astrales sur nos interactions. L'auteur exprime la nécessité de mettre fin à toute forme de manipulation ou de contrôle sur les autres qui nous rend malheureux. Il souligne l'importance de se centrer sur soi-même et de ne pas dilapider notre énergie en essayant de manipuler les autres. Il suggère de se détacher des attentes et des influences négatives des autres pour retrouver notre autonomie et notre bien-être. L'auteur conseille également de ne pas imposer nos conseils aux autres, mais de les soutenir uniquement si la personne le demande et si cela est réellement utile pour elle. Enfin, le texte évoque l'idée de couper les liens avec les personnes toxiques pour notre propre bien-être, même si cela peut sembler insensible aux yeux des autres. Dans ce texte, l'auteur explique que les mécaniques astrales peuvent nous faire souffrir en manipulant les autres pour qu'ils agissent de manière à nous faire du mal. Il affirme qu'il est important de comprendre le concept d'un plan de vie et que nous ne pouvons pas changer le plan de vie de quelqu'un d'autre. Il suggère que les adultes de l'ère nouvelle doivent être capables de combler les lacunes énergétiques des enfants par le contact imprégnatif, afin de leur permettre de se développer sans avoir à créer leur ego. Il explique que lorsque nous sommes constamment sur le dos de nos enfants, afin de les conseiller ou de les manipuler, nous continuons à empoisonner leur vie et que cela peut les empêcher de se développer. En coupant nos interventions, nous pouvons permettre à l'enfant de grandir et de se développer. L'auteur souligne que cela dépend aussi du plan de vie de l'autre personne et que cela peut prendre du temps pour que cela se mette en place. Il mentionne également la possibilité de faire une rétribution, mais indique qu'il n'est pas encore possible de le faire. Finalement,
il conclut en disant que la situation dépend de où l'autre personne en est dans son propre développement. L'héroïne devient un problème pour la personne dont on parle. Elle est toujours dépendante de la drogue, mais il est clair que lorsque cette personne arrêtera, elle aura un nouvel élan. L'astral ne voudra pas la laisser partir pour la retenir. Avec le temps, la personne retrouvera son plan de vie et s'en sortira si elle ne s'enfonce pas dans une autre forme de toxicité. Les personnes qui ont vécu des violences conjugales ont tendance à reproduire ces mêmes schémas dans leurs relations futures. Cela signifie que si quelqu'un a des problèmes avec sa fille, par exemple, et pense qu'il suffit de changer de fille pour résoudre les problèmes, il se retrouvera confronté aux mêmes difficultés avec la nouvelle personne parce qu'il est le problème. Il est donc important de se libérer de ces schémas toxiques. Dans les relations de couple, il peut y avoir des mécanismes toxiques qui poussent les individus à s'empoisonner mutuellement de manière inconsciente. Les disputes et les conflits sont considérés comme normaux, mais cela crée de la tension et du malheur. Il est important d'arrêter ces comportements toxiques pour être heureux. Dans le contexte des enfants, l'idée de les limiter à un seul ami pour favoriser leur émancipation est fausse. Plus les enfants ont d'amis, plus ils peuvent se développer et être heureux. Cependant, cette idée ne s'applique pas aux adultes. Les adultes ont tendance à se limiter à une seule relation de couple, ce qui les empêche d'avancer. Il est important de se libérer de ces limitations pour pouvoir vivre des relations épanouissantes. Dans cet extrait, l'auteur soulève le paradoxe de la vie humaine. Il affirme que les enfants désirent devenir adultes, tandis que les adultes regrettent leur jeunesse. Cette dualité crée des tensions et des frustrations dans la vie de chacun. L'auteur explique que l'être humain est soumis au péché et à la culpabilité, ce qui se manifeste à travers les religions, qui cherchent à limiter les individus. Il critique notamment l'Église catholique et ses règles sur l'adultère et la libération des échanges. L'auteur conclut en soulignant que les humains sont encore manipulés par des croyances religieuses qui empêchent de vivre en harmonie avec les autres. Cet extrait, l'auteur aborde la question du couple et de l'égoïsme. Il se demande si on mérite réellement d'avoir une personne merveilleuse à nos côtés, qui nous endure malgré nos défauts. Il explique que, de manière égoïste, on pourrait chercher à contrôler cette personne, de peur qu'elle ne soit plus heureuse avec quelqu'un d'autre. Il évoque également le concept des empoisonneurs astrales, qui cherchent à rabaisser le bonheur de l'autre pour se sentir mieux. L'auteur souligne que le bonheur d'un couple dépend souvent de l'équilibre entre les deux partenaires, et que certains peuvent être jaloux du bonheur de l'autre. Il donne l'exemple d'un homme qui était plus heureux dans son travail qu'avec sa femme, et qui a fini par démissionner et retrouver le bonheur conjugal. Enfin, l'auteur critique l'idée selon laquelle on devrait automatiquement être heureux quand notre partenaire l'est, expliquant que des mécanismes complexes viennent souvent entraver cette réaction spontanée. Dans ce texte, R exprime sa lassitude d'une relation qui l'empoisonne. Il critique la tendance à vouloir contrôler l'autre et à chercher des compromis dans les relations de couple. Il souligne que le véritable bonheur réside dans l'acceptation de soi et de l'autre, sans chercher à changer ou à diluer l'autre pour correspondre à ses propres attentes. L'auteur souligne également que la dépendance émotionnelle envers autrui est un poison qui empêche d'être pleinement heureux. Il encourage chacun à trouver son propre bonheur et à se libérer des liens karmiques et des dépendances. Ce texte parle de l'importance de se débarrasser des relations toxiques et de se libérer des manipulations émotionnelles. Il souligne que parfois, il est nécessaire de prendre la décision de se séparer complètement de certaines personnes pour pouvoir trouver le bonheur et la paix intérieure. Il met également en garde contre le fait de retomber dans de vieux schémas après s'être débarrassé des influences néfastes. Il souligne l'importance de choisir des alliances amicales plutôt que des amitiés spirituelles, afin de ne pas être empoisonné par les mécanismes psychologiques et de vieillissement. Le texte suggère également que les parents peuvent empoisonner leurs enfants en les surprotégeant ou en projetant leurs propres attentes sur eux. Il recommande de semer des graines d'intelligence et de conscience pour permettre à l'autre personne de grandir et de se libérer d'elle-même, plutôt que de les forcer à changer. Il souligne l'importance de vivre des expériences personnelles pour comprendre pleinement les enseignements donnés. Dans ce discours, l'auteur évoque la notion de guide et de leur qualité variable. Il soutient que lorsqu'un guide est bon, c'est parce qu'il se met en valeur pour attirer l'attention et obtenir un bénéfice personnel. Cependant, avec le temps, il redeviendra ce qu'il était au départ. L'auteur explique que certains individus comprennent cela avant que cela ne leur arrive personnellement, tandis que d'autres ne le comprennent que lorsqu'ils sont confrontés à la situation.
L'auteur aborde également la question de la manipulation et de l'empoisonnement de l'ego par les autres. Il affirme qu'il est possible de se libérer de cette emprise en coupant les liens et en devenant de plus en plus capable de maîtriser les souffrances de l'ego. Il souligne l'importance de vivre et laisser vivre, en permettant aux autres d'être autonomes et en refusant toute dépendance. R compare également la nécessité de nourrir le corps physique avec celle de nourrir l'ego, soulignant que l'on doit éviter de nourrir excessivement son ego. En conclusion, l'auteur encourage à rompre les liens de dépendance et à être autonome, tout en permettant aux autres d'être libres. Le texte parle de la nécessité pour certains individus d'être constamment alimentés énergétiquement par la présence de leur fils. Cependant, il précise que cela ne doit pas être pour nourrir l'ego, mais plutôt pour se nourrir sur le plan astral. Si l'ego ne parvient pas à se nourrir de cette présence, il puisera dans le corps astral de l'individu, ce qui entraînera une faiblesse et une souffrance. Il explique également que cela peut s'appliquer à d'autres relations, comme avec une secrétaire, où l'individu a besoin de se nourrir énergétiquement, mais doit éviter de tomber dans l'égotisme. L'auteur souligne qu'il est important de comprendre et de gérer ce processus énergétique pour éviter les souffrances inutiles. Le texte parle de l'importance de diversifier les sources d'énergie et d'affection dans nos vies. Il compare cela à une alimentation où manger uniquement du pain brun pourrait causer des carences nutritionnelles. De même, se nourrir uniquement d'une personne sur le plan énergétique peut conduire à une carence affective. Il est donc essentiel de trouver d'autres sources d'énergie et d'affection, que ce soit par le biais de légumes, de fruits, de viande, de noix ou d'autres personnes. Le texte souligne également que l'astral, le plan énergétique, peut générer de la jalousie et de la culpabilité lorsque l'on cherche à se nourrir ailleurs. Il explique que l'énergie astrale doit être structurée de manière adéquate pour éviter les maladies et le vieillissement, et pour libérer le corps mental. Le texte critique également le fait que l'astral cherche à empêcher les êtres humains d'atteindre le bonheur, car une fois qu'ils connaissent les clés du bonheur, ils sont libérés des manipulations astrales et les religions deviennent inutiles. Il est dit ici que l'objectif ultime de l'être humain est d'atteindre le bonheur. Cependant, il semble que de nombreux facteurs dans la société empêchent cette réalisation. Lorsque l'on rentre chez soi après une journée de travail, la personne peut être malheureuse car elle est confrontée à des mécanismes spirituels qui cherchent à l'empêcher de trouver le bonheur. Il est suggéré que la clé du bonheur réside dans l'assimilation de la vie de l'autre personne, en partageant des moments de joie et de bonheur avec son conjoint, sa famille et ses proches. En fin de compte, lorsque tout le monde est heureux, cela renforce le bonheur individuel et collectif.